Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. De l'eau potable pour les populations des districts des Savanes et du Denguélé. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé aujourd'hui un projet à Korogo. Il va coûter plus de 8 milliards de francs CFA, un financement de la Banque islamique de développement et l'UMOA. Dans le secteur des infrastructures routières aussi, l'État renforce sa politique. Des milliers de routes à entretenir chaque année. Amédée Kofi Kouakou, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, a donné des orientations sur les actions à venir, des actions inscrites dans le programme social du gouvernement. Et puis la critique cinématographique est devenue l'affaire de tous, avec notamment l'avènement des réseaux sociaux. Pourtant, il s'agit d'un regard sur une œuvre selon une grille spécifique de lecture. Que vaut alors cette critique face à ces nouveaux outils de communication? Le dossier à suivre dans ce journal. L'accès à l'eau potable, une réalité dans le pays profond. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé aujourd'hui le projet BID UMOA d'hydraulique et assainissement en milieu rural. C'était à Korogo, au nord du pays. Un projet qui va coûter 8 milliards de francs CFA. Les bénéficiaires sont les districts des Savanes et du Denguélé. Ami Sissoko. Ce puits est l'un des rares de Benguebougou qui n'a pas totalement tari en cette période de sécheresse. S'approvisionner en eau potable, que de difficultés pour les habitants de ce village situé à 20 km de Korogo. Ce samedi 2 février, jour de lancement du projet BID UMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural, l'ONEP leur apporte exceptionnellement de l'eau potable. Le dit projet va permettre d'améliorer durablement l'accès à l'eau potable dans les districts des Savanes et du Denguélé avec la réalisation de 120 forages et de 30 systèmes villageois d'adduction d'eau. Le projet prend aussi en compte l'assainissement du cadre de vie et à terme, il réalisera plus de 2000 latrines domiciliaires. La question de l'eau potable constitue une priorité partagée par les différentes régions ici présentes. Merci pour ce projet qui traduit en actes les promesses faites par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, dont le programme de gouvernement réserve une part importante au social. Ce projet d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural, piloté par l'ONEP, Office national de l'eau potable, est financé conjointement par la Banque islamique de développement BID, l'UEMOA et la Côte d'Ivoire. Coût, plus de 8 milliards de francs CFA. De 2002, l'année où la Côte d'Ivoire est devenue pays membre de la BID à nos jours, le total des approbations du groupe de la BID en faveur de la Côte d'Ivoire se chiffre à 1800 millions de dollars US pour 69 opérations. Nul besoin de rappeler ici que l'accès à l'eau ou aux ouvrages d'assainissement reste un défi important dans le développement de nos États membres, surtout dans le contexte actuel des changements climatiques. Les travaux ont été lancés par le Premier ministre Amadou Gon, signe que le projet constitue l'une des actions prioritaires du gouvernement. La cérémonie qui nous réunit ce jour est un élément supplémentaire pour montrer à quel point les points d'application de notre coopération sont fort judicieux et répondent aux préoccupations de nos populations. Soyez assurés que l'Office national de l'eau potable, avec à sa tête son directeur général et son président du conseil d'administration que je veux ici saluer, donc feront tout pour que ce projet soit mis en œuvre dans les délais et dans les coûts qui ont été prescrits et avec la qualité qui sied. Le projet BID UEMOA d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural est issu du programme économique régional de l'UEMOA. Il prévoit dans le secteur de l'eau potable la réalisation de 8000 forages dans les 8 pays de l'espace UEMOA. De l'eau potable pour les populations en milieu rural, l'État veut aussi doter le pays d'infrastructures routières de bonne qualité. Selon le programme social du gouvernement, 40 000 km de routes à entretenir par an. Amédée Kofi Kouakou, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, a donné des explications sur l'entretien, le bitumage et la commercialisation des routes. Francis Boifo. Doit-on commercialiser certaines routes en Côte d'Ivoire? La question a fait l'objet d'échanges entre le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et les journalistes. Dans tous les pays du monde où le réseau routier se développe, les routes sont à péage. Vous allez à côté de nous au Ghana, presque toutes les routes sont à péage. Au Togo, c'est à péage, au Bénin, c'est à péage. C'est en Côte d'Ivoire que nous avons très peu de routes à péage.
L'État n'aura jamais suffisamment de ressources pour entretenir toutes les routes. Donc ce sont des pistes à envisager, de sorte à avoir des ressources. Le 4e pont serait à péage. Normalement, c'est un pont à péage. Il faudrait qu'on puisse avoir des ressources pour pouvoir entretenir la route. Chaque année, c'est environ 275 milliards de francs CFA que le gouvernement décaisse pour entretenir les routes, selon le ministre Amédée Kofi Kwaku. Il a ajouté que le bitumage d'1 kilomètre de route coûte entre 500 et 600 millions de francs CFA pour une durée de vie de 15 ans. Évidemment, si vous voulez construire une route pour 50 ans, vous allez utiliser des matériaux très, très, très nobles. Vous allez être à 1,4 milliard ou 1,5 milliard de kilomètres. Dans certains pays, ils le font. Mais est-ce qu'on est prêt à avoir des ressources pour le faire? On préfère faire des routes qui vont avoir des durées de vie d'environ 15 ans, mais en espérant qu'avant les 15 ans, on va avoir des ressources pour pouvoir donc venir renforcer. Mais au moins, pendant 15 ans, ça nous permet donc de construire des routes dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Mais si on va faire des routes de luxe, des routes qui vont avoir des durées de vie très longues, on ne pourra servir que très peu de régions, alors que les attentes sont nombreuses dans l'ensemble des régions de la Côte d'Ivoire. La côtière est finie dans les années 91-92. C'est des routes qui ont été construites pour 10-15 ans. Évidemment, nous avons largement dépassé la durée de vie de ces routes-là. Mais à cause de la crise qu'a connue notre pays, cette route n'a pas été entretenue comme il faut. Ce que le gouvernement a prévu, c'est de faire carrément une autoroute. L'entretien, la réhabilitation, le bitumage des voies s'inscrivent dans le cadre du programme social du gouvernement sur la période 2019-2020. Plusieurs projets en cours à travers le pays, avec un accent particulier sur le développement des infrastructures routières à Abidjan et banlieue, des ponts et des échangeurs. La construction du 4e pont d'Abidjan, qui va partir de Yopougon et venir au carrefour de l'Indénié. Le pont de Cocody, c'est un pont à auban, c'est le pont avec les câbles. C'est un pont aubané, qui va permettre d'aller vers la cathédrale et d'arriver directement sur Saint-Jean. On va faire un périphérique à Abidjan, qui s'appelle la Y4. Alors, vous voyez au niveau de boulevard Mitterrand, il va y avoir un échangeur là. Donc, cette voie va contourner pour aller se raccorder vers le stade de Bipé, le stade olympique qu'on est en train de construire. On a environ 24 km. Du stade de Bempé, on a 12 km pour arriver au PK24. Et du PK24, on a environ 16 km pour arriver au niveau de Songo, donc à Fou-Jacquesville. Si vous sortez d'Abidjan, vous voulez aller vers Azopé, vers le stade de Bempé, donc vers la prison civile, on va dédoubler la voie. Donc ce sera 2 fois 3 voies, avec 2 échangeurs, un au niveau de la zone industrielle, un autre au niveau de Ndotré, pour permettre donc d'aller plus rapidement vers l'est. Lorsque vous devez aller à l'ouest du côté de Songon, nous avons aussi une autoroute qui est prévue jusqu'à Songon, sur le boulevard Mitterrand. Lorsque vous êtes au niveau de l'école de police, tous les soirs, vous avez des problèmes de congestion énormes. Donc, avec l'appui du gouvernement du Japon, nous allons mettre un échangeur au niveau donc, de l'école de police. Quand vous passez la Riviera 2, aujourd'hui, on a fait l'échangeur de la Riviera 2. Lorsque vous passez la Riviera 2, tout de suite, vous êtes coincé à la Riviera 3. Donc, il y a un échangeur qui va être fait à la Riviera 3. Après, au niveau de la Palmeraie, vous êtes encore coincé, un autre échangeur va être fait là. Après, vous allez tomber sur l'échangeur de la Y4, donc de la voie de contournement. Et juste après, on est en train de prévoir un autre échangeur au niveau du carrefour Abata. Objectif, faciliter la mobilité des populations et créer surtout des conditions pour les investissements. À l'intérieur du pays, 500 milliards de francs CFA sont prévus sur la période 2016-2020 pour l'entretien des pistes rurales. C'est dit l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Des routes bien entretenues pour le bonheur des transporteurs. Ils se sont rencontrés mardi dernier. Kipux Afrique leur a expliqué les avantages de la loi d'orientation du transport intérieur et l'inscription au registre. Plus de détails avec Cheikh Koné. L'objectif de cette rencontre d'échange est d'informer et de sensibiliser les acteurs des transports sur les avantages liés à l'inscription au registre des transporteurs ainsi que la détention de la carte de transporteur. Lorsque vous menez une activité, vous avez besoin d'avoir un document qui prouve effectivement que vous êtes un professionnel du secteur. Les commerçants aujourd'hui ont leur carte et la carte d'identité du transporteur, c'est donc sa carte de transporteur. À partir du moment où donc, il s'inscrit dans ce registre-là, il est détenteur d'une carte de transporteur qui est biométrique et qui est donc liée
mon représentant légal de cette entreprise. L'inscription au registre des transporteurs et la carte de transport sont deux processus consécutifs à la loi d'orientation du transport intérieur. Une loi dont le but est d'adapter la législation ivoirienne en matière de transport intérieur aux règles de l'OHADA, ainsi qu'aux normes communautaires de l'UEMOA et de la CEDEAO. Ces avantages sont entre autres la réduction des coûts de prestation de transport, la célérité dans l'obtention des documents de transport et la fluidité routière. Cette base de données que nous sommes en train de consolider va permettre déjà d'identifier quels sont les véritables acteurs du secteur, de les profiler, d'avoir également une visibilité sur leurs outils de travail, notamment les véhicules. Dans le processus d'amélioration de la qualité de ces services aux usagers, Ibrahim Koné a annoncé un projet de dématérialisation de ces procédures. Dans le secteur agricole aussi, des réformes sont mises en place. Il est instauré le système de récépissé d'entreposage, une réponse à la problématique du financement de la production et la transformation. Seulement voilà, une bourse des matières premières qui tourne au ralenti, faute de financement. Les explications de Lancine Bakayoko. L'autorité de régulation du système d'entreposage, une institution créée pour attester de la bonne qualité des marchandises ivoiriennes à l'exportation. Un bel outil de développement qui peine à trouver les moyens de son propre financement. À titre d'exemple, en 2019, les disponibilités de l'autorité se chiffrent à seulement 488 millions pour des besoins de 2,3 milliards hors construction de magasins, soit un gap de 1,8 milliard de francs CFA. C'est pourquoi il est important pour les différents organes des filières d'entretenir les meilleurs rapports de collaboration avec l'ARE qu'ils devront percevoir comme une autorité de régulation, de promotion indépendante, neutre, équitable, susceptible d'attester de la bonne qualité de nos marchandises. Ce plaidoyer est en faveur d'un prélèvement permanent sur le prix du kilogramme des marchandises éligibles, prélèvement destiné au financement des investissements, du fonctionnement et des opérations dont le montant devra être fixé, éventuellement en considération des particularités des filières. Ces opérations à réaliser tournent autour de l'équipement des entrepôts. Il s'agit de garantir une meilleure conservation des marchandises pour une plus grande sécurisation en vue d'assurer leur compétitivité. Convaincu de l'importance du récépissé d'entreposage, le gouvernement entend tout mettre en œuvre pour pérenniser l'activité. Il s'agit véritablement pour nous de la survie même de notre économie. Parce que vous savez, l'émergence, ce n'est pas la destination finale, hein? C'est simplement une étape. Une fois qu'on arrive à l'émergence, il faut non seulement s'y maintenir, mais faire des gains de productivité dans différents secteurs d'activité. Hein? C'est aussi le résultat de nos réformes et aussi chercher à diversifier les secteurs productifs de notre économie. Pour les 10 prochaines années, les investissements à effectuer devraient coûter un peu plus de 57 milliards de francs CFA. Restons dans le secteur agricole pour voir cette fois ce qui marche bien. Les cultures de rente et vivrières ont connu une croissance de 8% en 2018. Les revenus des producteurs aussi en hausse de 14%, ce qui a favorisé la réduction de la pauvreté en milieu rural de 6%. 12 milliards de francs CFA seront investis dans le programme consacré à la sécurité alimentaire. Les explications de Noël Niagno. L'administration agricole de Côte d'Ivoire, dans toutes ses composantes, a marqué ce jour du vendredi 1er février une halte. Objectif, passer au scanner l'année 2018 en visitant tous les champs, sans oublier ceux de la coopération internationale pour mieux sélectionner les semences de 2019 et faire les semis conséquents. Sur le tableau des évaluations des différents segments de l'administration agricole, signalons entre autres l'amélioration des capacités de mobilité des services déconcentrés et la réhabilitation de certaines directions. Avec un investissement d'un montant d'1,397 milliard de francs CFA, chaque directeur régional et pratiquement tous les DD disposent aujourd'hui de moyens de déplacement. Il en est de même au titre des constructions et des réhabilitations des directions déconcentrées, avec des travaux réalisés à hauteur de 2,308 milliards de francs et des marchés déjà engagés pour plus de 7 milliards de francs. Les producteurs récoltent les fruits des réformes avec des hausses de production et de revenus, grâce à la mise en œuvre réussie du PNIA, Programme national d'investissement agricole.
le taux de croissance annuel moyen des productions a été de 8%. Dans le PNIA 1, le document de simulation indiquait qu'il fallait un taux de croissance de 7,8% pour les cultures vivrières et de 6,2% pour les cultures de rente. Ça veut dire en clair que sur les 5 ans de mise en œuvre du PNIA, l'objectif qui était assigné de faire la croissance des productions agricoles a été complètement atteint et dépassé. Pour 2019, les organes des filières réformées feront l'objet d'attention particulière pour les rendre davantage performantes. Un des centres d'intérêt de cette année 2019, le programme consacré à la sécurité alimentaire grâce à un appui de l'Union européenne. Il permettra de mettre sur le marché une quantité additionnelle de 420 000 tonnes de produits frais et transformés de manioc. Il prévoit la réhabilitation de 300 hectares de périmètre irrigué pour 1500 ménages et l'installation de 19 serres de 510 mètres carrés sur l'ensemble du territoire national. Soulignons sur l'agenda 2019 la tenue du 3e salon de l'agriculture de l'Air Ouattara, avec pour thème l'agriculture intelligente et innovation technologique. Quelle perspective pour l'agriculture ivoirienne? C'est un soulagement pour les étudiants de l'université de Daloa. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse équipe la cité universitaire. Mamadou Touré a offert des matelas et des chaises, un don pour améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants. Mamadou Kwasi. Le ministre Mamadou Touré à l'université Lorignon Guédé de Daloa. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes y est, pas pour prendre des cours, encore moins pour enseigner. Ce cadre, la région de Haut-Sassandre est venue honorer un engagement pris il y a seulement 3 mois, lors de son passage dans la cité universitaire. Mamadou Touré offre aux étudiants de l'université 100 matelas et 200 chaises. Un don pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses étudiants. Les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés, qui doivent être résolues, ne peuvent pas être prises comme prétexte d'un échec. Vous n'avez pas le droit d'échouer. Les difficultés sont faites pour être surmontées. Parce que dans les conditions plus difficiles, vous avez aujourd'hui souvent même certains de vos encadreurs ici qui ont pu réussir. Donc c'est vraiment le conseil que je vais vous donner en tant que grand frère. Vous êtes une jeunesse entreprenante. Ne soyez pas cette jeunesse qui attend tout. Soyez cette jeunesse aussi qui peut aller aussi prendre des initiatives pour sa propre évolution. Les dons ont été réceptionnés par la présidente de l'université Lorignon Guédé de Daloa. Abiba Sandogo et le porte-parole des étudiants, Fulgence Assi, ont exprimé leur gratitude au ministre Mamadou Touré. Une promesse de bon usage de ces dons qui viennent renforcer l'existant a été faite aux représentants du gouvernement par les bénéficiaires. Le ministre Mamadou Touré a également exhorté les étudiants au travail. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes soutient que ce geste vient accompagner toute une série d'actions initiées par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants de l'université Lorignon Guédé de Daloa. Restons dans le secteur de la formation, des solutions pour résoudre l'inadéquation compétences-emploi. Le Centre de recherche microéconomique de développement et l'Agence française de développement apportent leur contribution. Un programme de recherche sur la problématique de l'emploi des jeunes initié depuis 2 ans. Les travaux restitués mardi dernier. Jean-Jacques Kwame. 2 ans après le démarrage de la recherche sur l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire, initié par le Centre de recherche microéconomique de développement et l'Agence française de développement, l'heure est à la restitution des travaux. Selon les résultats de l'enquête, le taux d'inadéquation compétences-emploi est de 75%. Cette incompatibilité entre les formations dispensées et les besoins du marché du travail est la principale cause du sous-emploi en Côte d'Ivoire. L'emploi formel ne représente que moins de 10%, alors que l'emploi informel représente plus de 90%. Donc des gens qui viennent à l'université n'aspirent pas à travailler dans le secteur informel. D'où cette situation que nous vivons. Entre autres solutions pour une meilleure insertion professionnelle des jeunes, l'introduction des stages obligatoires dans l'enseignement général, la mise en place de formations dédiées et la création de structures d'orientation professionnelle. Pour la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, l'emploi des jeunes est un défi majeur à relever pour poursuivre la croissance économique que connaît la Côte d'Ivoire depuis 2012. Cela passe nécessairement par la création d'emplois décents et de qualité pour les jeunes. Il nous faut donc des politiques publiques proactives
pour une meilleure adéquation du système éducatif et de formation avec le marché du travail. Les résultats de l'enquête seront soumis à l'appréciation des décideurs pour une meilleure politique d'insertion professionnelle des jeunes. Dans l'actualité politique, revenons sur cette décision de la CPI. Depuis hier, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont libres. La Chambre d'appel a tranché en faveur d'une liberté très restrictive sur ces conditions. Les explications de Herman Guivet. Le verdict de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale pour le procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé connu depuis ce vendredi. La liberté sous condition pour les deux ex-prévenus. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé quittent donc l'AS sous condition. Si l'on ignorait tout de ces conditions au moment du verdict, on en sait un peu plus désormais. Au nombre de ces conditions, obligation pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de pointer une fois par semaine auprès des autorités de leur pays de résidence. Leurs mouvements seront restreints au sein des municipalités des pays qui les accueillent. Aucun déplacement à l'étranger ne peut se faire sans une autorisation préalable de la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo devra remettre son passeport au greffe. Interdiction pour eux d'avoir quelques contacts avec des témoins du procès. Interdiction également pour eux de s'exprimer sur cette affaire auprès des médias. En cas de non-respect de cette décision, la Chambre d'appel se donne le droit de réviser ses conditions de libération. Des conditions de remise en liberté que la Cour pourrait réaménager tous les 6 mois. La Belgique a accepté d'accueillir sur son sol l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo. Pour ce qui concerne Charles Blé Goudé, pas encore de confirmation sur sa nouvelle destination. Des requêtes déposées par le greffe auprès de plusieurs pays au sein de l'Union européenne sont en attente de confirmation. Laurent Gbagbo aura passé 7 ans à la Cour pénale internationale, presque 5 ans pour Charles Blé Goudé, avant cette décision de mise en liberté sous condition prononcée par les juges de la Chambre d'appel. Place à présent au dossier de ce journal. L'avènement des réseaux sociaux a démocratisé la prise de parole sur bien de sujets. Cela est aussi vrai dans le 7e art. La critique de cinéma est devenue l'affaire de tous. Pourtant, il s'agit de disséquer un film ou une production à partir d'une grille de lecture spécifique. Alors, que vaut encore la critique cinématographique à l'heure des réseaux sociaux? Suivons le dossier de Issa Tionaïo. Palais de la culture de Trècheville. Des cinéphiles sont venus assister à la grande première du film Interprète 2, réalisé par Kadi Touré. Suite logique d'Interprète 1, qui a connu un grand succès. À la fin du film, hors de la salle de projection, chaque cinéphile y va de son commentaire. L'amour d'un homme pour une femme, malgré tout ce qu'elle lui a fait, l'homme, il a pardonné. Et c'est cette partie du film qui m'a plu. C'est toujours ainsi. Après chaque projection du film, le public ne se fait pas prier pour donner son avis et exprimer ses émotions. Si les propos d'après-projection représentent pour le cinéphile sa critique personnelle, il ne saurait être tenu pour critique cinématographique. Aller s'asseoir sur un ordinateur et envoyer des trucs pour dire voilà ce que je pense, ce n'est pas de la critique. La critique doit être objective. Le critique de cinéma est celui à qui revient la charge de disséquer un film à partir d'une grille de lecture bien spécifique au 7e art, avec cette exigence de taille, avoir fait des études de cinéma. On n'est pas critique parce qu'on vient regarder un film et on en parle. Avant d'être critique, il faut être professionnel. Avant d'être critique, il faut étudier. Il faut savoir c'est quoi le cinéma, il faut savoir c'est quoi un cadre, il faut savoir c'est quoi un scénario. Si on ne connaît pas ces termes-là, on ne peut pas critiquer un film. Aller à l'école du cinéma, une idée qui n'est pas forcément la mieux partagée. On peut être critique de cinéma pourvu qu'on maîtrise le langage cinématographique. C'est la vision des experts du 7e art. Un critique d'art plastique, on ne lui demande pas d'avoir fait l'école des beaux-arts. Mais il faut être informé. Et quand on dit informé, ça veut dire qu'il faut avoir étudié la discipline du point de vue de l'histoire, du point de vue des mouvements, du point de vue des matériaux et puis du point de vue aussi de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, tous ces domaines-là sont devenus des enjeux économiques globaux. Le scénario, les images, le son, la musique sont entre autres des éléments d'appréciation que prend en compte le critique des cinémas. Celui-ci doit en outre faire preuve d'humilité lorsqu'il décortique un film. Le critique essaie de comprendre
le process de fabrication du film, le contexte dans lequel il a été réalisé et quels sont les objectifs que l'auteur a voulu atteindre. Si vous mettez dans cette optique de découverte et de compréhension, c'est sûr et certain que votre critique peut être objective, mais la grande erreur, c'est de vouloir faire le film à la place du réalisateur. Il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Depuis les débuts du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, la critique des cinémas a été d'un apport appréciable à cet événement en termes d'amélioration de la qualité des films en compétition. Bien d'observateurs et hommes des arts et lettres peuvent intervenir à toutes les étapes de la production du film. Il faut déjà qu'il y ait une critique de votre film à partir du scénario. C'est-à-dire que Tartampion, quelqu'un qui sait simplement lire, écoute, regarde votre film, et dit « Ah, c'est décousu, ou ça va, ou... » Voyez-vous, ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant à faire. Et moi, j'avoue que mes scénarios sont lus par tout le monde. Paradoxe, le FESPACO gagne en notoriété au fil des éditions. Mais depuis plusieurs années, la critique n'est plus intense à ces manifestations. La critique cinématographique morte pour le FESPACO à Ouaga est ressuscitée au Festival du cinéma africain de Kouribga au Maroc. Après des séances de projection, les cinéastes sont soumis à l'exercice de critique. Grâce à cet exercice, le cinéaste, comme le réalisateur, est amené à voir ses insuffisances et à rectifier le tir. Tous mettent à profit cette lucarne pour dire leurs aspirations profondes. Tout choix est critiquable. Nous avons estimé que même au Mali, tourner en français permettait de rendre le film plus accessible à tout le monde. Parce qu'à Tombouctou, même où nous avons tourné, il y a beaucoup de gens là-bas qui ne comprennent pas Bambara. Chacun a sa perception des choses et a sa propre réflexion par rapport au film. Et c'était intéressant de voir comment chacun pensait le film. Jusqu'à une certaine époque, les analyses des critiques de cinéma avaient beaucoup de pertinence. Mais avec l'avènement des TIC et le facile accès à l'Internet, le métier est confronté à de nombreuses difficultés. Il suffit d'un clic pour accéder à un film et donner son avis. Cette facilité d'appréciation des productions largement partagées sur la toile est décriée par les experts du cinéma. Aujourd'hui, avec Internet, je crois qu'on est dans une période où tout est rapide, tout est éphémère, où notre mémoire aussi nous quitte, il faut le voir. Il faut vite consommer, plier. Il y en a même, et on l'a souligné, des gens qui écrivent leur papier ou qui donnent leur impression au moment même où le film est diffusé. C'est de l'opinion. Or, il faut quand même, pour être critique, avoir une connaissance, c'est-à-dire être au fait de l'histoire du cinéma, être au fait aussi des différents mouvements, des différents genres cinématographiques. Les réseaux sociaux, c'est anonyme, c'est collectif, tout le monde peut y être, c'est gratuit, mais derrière, il y a des puissances quand même. Critiqué par le public ou jugé par les critiques, le film reste porteur d'intérêt. Et de ce point de vue, les cinéastes ou les réalisateurs sont invités à produire des films de qualité. Après tout, lors des festivals, le prix grand public est décerné comme le prix de la critique. C'était une figure emblématique de l'armée ivoirienne. Le général Ouattara Thomas Dakin a inspiré plusieurs générations de militaires. 29 ans après sa disparition, sa vie militaire et civile consignée dans un livre biographique dénommé Le général Ouattara Thomas Dakin, l'homme qui avait une si noble idée de l'armée. Didier Nguessan. Un homme, le général Ouattara Thomas Dakin, au service d'une institution, l'armée. De l'armée coloniale à l'armée de la Côte d'Ivoire indépendante, le parcours du premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne, disparu il y a 29 ans, est retracé dans cette biographie. Le général Ouattara Thomas Dakin, l'homme qui avait une si noble idée de l'armée, est une œuvre de 238 pages subdivisée en 16 séquences. Elle est passée au peigne fin par ce critique littéraire. C'est un livre qui met en exergue l'homme, qui le présente sous plusieurs aspects. Mais nous retiendrons ici le côté militaire. C'est quelqu'un qui était intègre, quelqu'un qui était discipliné, surtout quelqu'un qui était à l'écoute de la troupe. Et c'est à partir de ces qualités qu'il avait qu'il a pu bâtir l'armée ivoirienne. Pour l'auteur, le commandement de celui qu'il qualifie de chef militaire d'exception
doit être érigé en doctrine. C'est un militaire qui s'est démarqué par son commandement en épousant des valeurs comme l'intégrité, le don de soi, le patriotisme. Alors, c'est un homme qui, pour moi, malheureusement, a été vite oublié. Alors donc, à travers cet ouvrage, j'ai voulu lui rendre hommage. Touré Namidja, en quête de témoignages, la Grande Muette a dû délier la langue. L'auteur m'a toujours côtoyé, presque, je peux dire, 2 fois par semaine, pour l'aider à écrire. Donc, il a écrit sur ma diction. Quand vous lisez le document, vous vous rendez compte de ce qu'était réellement le général de corps d'armée Thomas Daquin, qui a déjà fait une belle carrière dans l'armée française et qui est venu continuer cette carrière dans l'armée ivoirienne. Militaire, mais aussi homme politique, le général Ouattara Thomas Daquin a été maire de Katiola dans les années 80. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.